عمليتين. Bonjour et bienvenue dans cette édition quasiment consacrée au décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Cet éteint ce jeudi 25 juillet à l'âge de 92 ans, annonce faite par la présidence tunisienne dans un communiqué. C'est le seul titre de ce journal Arunaba pour le développement. C'est calme, non? Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces 13 heures. Les pays du Jasmine en deuil. Béji Caïd Essebsi, le président tunisien, est décédé ce jeudi matin, premier président démocratiquement élu en 2014. 3 ans après la chute de Zine El Abidine Ben Ali, Béji Caïd Essebsi avait été admis en soins intensifs hier mercredi 24 juillet au soir à l'hôpital militaire de Tunis en raison de très grandes difficultés respiratoires. Nous avons en ligne Mahamadou Khan pour en parler. Bonjour Khan. Bonjour Aruna. Essebsi est l'une des figures politiques les plus emblématiques de la Tunisie. Que sait-on du parcours de l'homme? Alors, à 92 ans, il était le doyen d'âge des chefs d'État africains. Béji Caïd Essebsi est un classique de l'époque d'Habib Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne, mais aussi de Zine El Abidine Ben Ali, qui a dirigé le pays d'une main de fer durant 23 ans. Il a donc été, durant sa très longue carrière politique, sans discontinuer, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, député, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, vous vous rappelez, pendant la transition en 2011, puis donc président de la République. Béji Caïd Essebsi est d'ailleurs le premier président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire de la Tunisie. On retiendra de son parcours qu'il a fondé en 2012, un an après la Révolution, son propre parti, Nida Tounes, un parti anti-islamiste dont l'objectif était de rassembler l'opposition politique, tous bords confondus. On connaît la suite à Aruna. Nida Tounes a remporté en 2014, vous l'avez dit, les élections législatives et présidentielles, les premières élections libres depuis 1956. Le président Essebsi avait déclaré en novembre dernier qu'il n'était pas candidat à sa propre succession et qu'il cédait donc la place aux jeunes. Il est arrivé au pouvoir 3 ans après la révolution, se rappelle du printemps arabe qui a emporté le président Ben Ali. Est-il parvenu à répondre aux aspirations de la population tunisienne? Alors, Béji Caïd Essebsi voulait une Tunisie libre, avec une administration qualifiée, composée notamment de jeunes. Il avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'était quelques promesses électorales. Vous savez, le pays s'est toujours reposé sur ses ressources humaines pour son développement et son rayonnement dans le concert des nations. Mais 5 ans après son accession au pouvoir, les taux de pauvreté et de chômage sont restés toujours élevés. L'horizon semble toujours aussi bouché pour la jeunesse tunisienne et le pays reste sous la menace des groupes terroristes. Il faut dire que les Tunisiens restent sur leur faim quant aux belles promesses faites au moment de la révolution du Jasmin. Dernière question pour vous, Khan, qui pour les succéder alors? C'est la grande question du moment. C'est le nom du président de l'Assemblée nationale qui circule actuellement, qui va donc assurer l'intérim durant cette période de vacances du pouvoir, conformément à la constitution tunisienne, ou du moins conformément à l'ancienne constitution, Aruna, l'ancienne constitution d'avant la révolution de Jasmin, qui a donc balayé le président Ben Ali du pouvoir. Parce que la Tunisie n'a tout simplement pas de constitution depuis 2011, et donc la révolution qui a marqué le début du printemps arabe. Maintenant, la transition politique durera combien de temps? À quand les élections législatives et présidentielles? Voici des questions légitimes qui restent posées à Runaba. Merci Mahamadou Khan pour ces explications.
On continue alors de parler du décès de Béji Caïdé Essebsi qui devrait fêter en novembre prochain, on le disait tantôt. Ses 93 ans date de la présidentielle. Il avait annoncé qu'il n'allait pas s'y présenter et qu'il laisserait la place aux jeunes. De sa prise de fonction en 2014 à ce jour, la Tunisie affiche une bonne santé économique avec un PIB un peu en hausse. Pour en parler, nous avons en ligne Iboussi qui est chroniqueur. Iboussi, bonjour. Oui. Iboussi? Oui, allô? Bonjour Iboussi. Oui, bonjour Aruna. Avec Essebsi, le produit intérieur brut tunisien a doublé par rapport aux chiffres de son prédécesseur. Qu'a-t-il pu changer sur le plan économique? Ben écoutez, bonjour d'abord. Vous savez, monsieur Ba, c'est que l'économie tunisienne, déjà, il faut le dire, est basée sur l'agriculture, notamment le blé, les olives, les dattes, les agrumes, etc., et ainsi que les produits de mer. Mais il faut reconnaître que c'est un pays aussi qui est un grand producteur de phosphate et d'hydrocarbures. Ils ont un peu d'hydrocarbures aussi. Mais il faut le dire, en 2000, par exemple, lorsque vous prenez en l'an 2000 sous le président Ben Ali, le produit intérieur brut, qui est un indicateur pour évaluer l'économie, pour savoir la santé de l'économie, c'était de 21 000 $. 21 000 $ pour tout le pays. Vous imaginez un petit peu. Quand vous prenez pour le Nigeria, qui est de 540 milliards pour l'année passée, vous voyez, de 2001, on était à 21 quelques milliards. Aujourd'hui, en Tunisie, nous sommes, depuis 2017, de 2016, 2017, 18 et 19, ça aussi, leur produit intérieur brut aussi entre 39 milliards et 42 milliards. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis déjà. Bien que, voilà, certaines personnes disent, le produit intérieur brut, on ne le mange pas. Mais quand même, sous ce monsieur, en fait, après le départ de Ben Ali, quand même, il y a eu des progressions sur le plan économique. Vous avez parlé de Ben Ali. Pourquoi sous Ben Ali, les choses ne bougeaient pas à hauteur de souhait pour les Tunisiens? Non, sous Ben Ali, les choses ne bougeaient pas parce que, en fait, vous savez, c'était un régime totalement policier et totalement corrompu. Vous imaginez, pour une population à l'époque pour une population à l'époque de 10 millions d'habitants, eh bien, il y avait 150 000 policiers. Vous voyez, chez nous, ici au Mali, nous avons une population de pratiquement 20 millions d'habitants. Pour les policiers, l'armée, tout rassemblé, on ne voit pas 20 000 personnes, vous voyez. Donc, c'était la corruption totale. Et toute entreprise qui était là, qui voulait faire des affaires, était obligée d'acheter avec le parti politique de Ben Ali. Il fallait aller, il y avait la famille Ben Ali qui était là, leur parti politique aussi était là, et du coup, il fallait forcément acheter avec eux, donc les Tunisiens n'investissaient plus. Ils se décourageaient et n'investissaient plus, voilà. Alors, sur quoi se repose exclusivement l'économie tunisienne? Je n'ai pas compris. J'ai dit sur quoi se repose exclusivement l'économie tunisienne? Oui, je l'ai dit à l'instant, l'économie tunisienne se repose sur l'agriculture, sur le blé, l'olive, les dattes, et ainsi que les agrumes. Et vous savez que les Tunisiens aussi, quand vous prenez l'année 2006, c'est un grand pays de tourisme. En 2006, il y avait 6 millions de touristes chez eux là-bas. Ouais, avant qu'il n'y ait toutes ces attaques, etc., des attaques terroristes, etc. Donc, du coup, c'était un grand pays de tourisme. Mais surtout, voilà, mais je l'avais dit tout à l'heure, c'est un grand pays producteur de phosphate. Et un petit peu aussi, ils font un petit peu aussi d'hydrocarbures. Mais ils viennent en deuxième position après l'Algérie dans le Maghreb. Vous voyez, voilà. D'accord. Et aussi, merci pour tous ces éclaircissements. Nous vous remercions d'être en ligne avec nous. Merci beaucoup, M. Ba. Je rappelle que Iboussi est chroniqueur. Il est 13h passé de 8 minutes dans les studios d'Ili Baba Sissoko. Sur le plan national, l'engrais subventionné par l'État est invisible et introuvable dans les marchés de Yanfoulila. C'est dans les Wassolons, c'est le constat fait par des paysans qui s'en sortent difficilement. Sidiki Sidibé est paysan à Yanfoulila. Je vous propose de l'écouter. L'engrais est devenu une denrée rare à Yanfoulila. Même les gens qui sont enregistrés sur le téléphone n'ont pas leur engrais. Les 15% du budget alloué à l'agriculture, là, est-ce que ce n'est pas un bluff? Est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce? En tout cas, l'année dernière, 2017, 2018, 2019, le début d'hivernage a été très difficile à Yanfoulila ici par rapport aux engrais. Et l'engrais subventionné n'est jamais venu ici. Il y a l'engrais qui est payé aux gens. Les paysans sont obligés de payer l'engrais à 15 000 à 17 000
000 francs et le sac. Alors qu'on dit que c'est de l'engrais qui est subventionné. On se pose la question réellement, si Yanfoula ne fait pas partie du Mali... L'engrais subventionné, le sac de 50 kilos devait revenir à combien aux paysans? 11 000 francs aux paysans, selon les déclarations des ministres. Mais présentement, sur le terrain, on a ça à 17 000, voire même 18 000 francs le sac, au mois où je vous parle. Ce n'est pas subventionné. Il y a de l'engrais. À Yanfoula, on ne peut pas avoir de l'engrais subventionné à 11 000 francs, présentement. Et on se pose la question, le représentant de la Chambre d'agriculture, qui est un certain Boujan Sivé, il devient introuvable. Le serveur qui doit nous donner le quota se trouve au Ghana. Et vous voulez que les paysans cultivent alors? Comment ils vont cultiver? C'est pas possible. À l'instant, Sidiki Sidibé, paysan à Yanfoulila, joint par Kassim Traoré, l'Organisation mondiale de la santé vient de faire une remise de kits d'urgence pour 3 mois au ministre de la Santé et des Affaires sociales. Ce don est destiné à la population des Mondéro dans la région de Mopti, touchée par une crise de malnutrition. Ces kits sont composés des médicaments antipaludiques, diarrhéiques et des antibiotiques. À cela s'ajoutent les petits équipements pour le renforcement des 16 coms de Mopti, Ségou et les districts de Bamako. Le coût global de ces kits s'élève à 25 millions de francs CFA. La remise a eu lieu ce matin à l'Organisation mondiale de la santé interne du Mali. Les concertations locales des plateaux d'Ogon se poursuivent normalement comme il y a une semaine dans tous les cercles avec des commissions mixtes de dialogue local. Les synthèses de ces rencontres seront remises au Premier ministre le dimanche prochain à Mopti. Amadou Kassambara est le président de l'association des ressortissants du cercle de Badjangara. Il nous explique les étapes effectuées par la délégation dans 5 des 8 arrondissements. À ce niveau, tout s'est normalement bien passé. Nous avons échangé avec les populations en présence de l'administration, des autorités politiques, administratives et tout. Et les populations nous ont dit face à face, c'est qu'ils pensent la problématique de cette crise-là et en proposant des solutions. Nous allons donc aller vers ça. Quelles sont les propositions faites par les populations? Ils ont demandé la présence des forces de sécurité dans chaque commune. La crise est un peu entretenue par ces actions au niveau de Bamako. Donc les solutions proposées, c'est de maintenir ou de ramener la sécurité ou la paix avec la présence des forces de sécurité et de défense. Votre tournée vous a permis quand même de voir si les populations ont pu reprendre les activités, surtout en cette saison hivernale. Il y a vraiment une accalmie totale. Depuis le début de la crise, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Et par contre, dans certains arrondissements, à présent, il y a des arrondissements où il n'y a pas eu de semis. La pluie, même hier, il y a eu une très forte pluie. Mais les paysans ne peuvent pas se rendre dans les champs. Même autour de Bandagala, il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre dans les champs. Parce qu'il y a des gens qui se baladent avec des armes, des fusils de guerre, en menaçant les populations qui veulent aller pratiquer leur agriculture. En l'instant, Madou Kassambara, président de l'association des ressortissants du cercle de Badjangara. En prélude de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, les Rotary Club Mali s'impliquent à travers une campagne. Elle rentre dans le cadre du projet pour l'éradication des hépatites B et C dénommé Hépatite 0. Durant la campagne, les Rotary Club comptent dépister 20 à 5 000 personnes gratuitement au Mali. Nous vous proposons d'écouter Dr Mamadou Touré sur les projets pour l'éradication des hépatites au micro de Fanta Diakiti. Chaque club Rotary dans chaque pays peut s'engager dans un projet quelconque. Nous le faisons déjà à l'échelle internationale pour la polio. Voilà comment le projet hépatite a pris déjà l'Amérique latine. Ils sont peut-être à leur 7e ou 8e campagne au niveau de l'Amérique, et grâce justement à Dr Aliou Maïga, nous avons pu, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique francophone, organiser cette campagne synchronisée avec l'Amérique latine. C'est une campagne pilote et à court terme, nous avons jugé nécessaire de nous associer à ceux qui sont déjà sur le terrain, notamment les spécialistes. Nous avons reçu un peu plus de 6 000 tests pour cette campagne de dépistage, mais nous envisageons à moyen terme dépister entre 200 000 et 500 000 Maliens conformément aux statistiques annoncées. Et donc nous nous engageons sur la durée, c'est permettre en tout cas aux démunis, ceux qui n'ont pas accès à la prise en charge, de pouvoir accéder à ce traitement et de façon gratuite. Et nous avons des expériences réussies ailleurs, notamment au Brésil, où les Rotariens ont pu mettre en place des cliniques hépatites accessibles à la population et avec un système de fonctionnement qui permet la pérennité dans la prise en charge.
À l'instant, docteur Mamadou Touré qui nous parlait du projet pour l'éradication des hépatites à Bamako. Les dépistages vont se faire le 27 juillet prochain à la maison des aînés de Bamako et dans les régions de Kaï à Mopti. Le 29 juillet à la faculté de médecine de Bamako, ces dépistages se feront gratuitement. Il est 13h passé de 15 minutes dans le studio d'Ili Baba Sissoko. En fin d'émission, Mali, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne est en train de dire au revoir aux Maliens. Dietrich Becker a rendu visite au Conseil national du patronat du Mali. Il a salué le combat du patron des patrons dans la lutte contre la corruption. Si Koulibaly, le patron du Mali, pour dire au revoir. Parce que je quitte bientôt le Mali. Je voulus lui aussi soutenir dans sa lutte contre la corruption. Nous partageons l'analyse de la situation de l'état économique du Mali. Peut-être le président, en tant que soutien malien, peut s'exprimer plus ouvertement. Et je pense qu'il est même obligé de dire la vérité. Pour moi, en tant que diplomate, je partage son analyse, mais je pense quelquefois, nous devrons être en tant qu'étrangères plus timides et respecter aussi la démocratie malienne avec un gouvernement démocratiquement élu qui, je sais aussi, sont en train de commencer la lutte contre la corruption. À l'instant, Dietrich Becker, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, en fin d'émission lors de sa visite au patronat du Mali. C'était l'occasion pour Mamadou Sensi Koulibaly, le président du Conseil national du patronat du Mali, de parler des conséquences de la corruption dans les coopérations entre le Mali et ses partenaires. L'ambassade d'Allemagne a toujours bien collaboré avec le secteur privé malien pour le développement économique de notre pays. Ils ont fait de leur mieux. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la corruption est tellement forte, où la corruption a gangréné la société et l'économie, qu'on ne voit pas ce que les partenaires du Mali, particulièrement les Allemands, ont injecté dans l'économie malienne pour le développement de notre pays. Et tous ces gestes, tout ce qu'ils ont fait a été presque anéanti par la corruption dans notre pays. Et que ce soit au plus haut niveau ou à plus bas, parce que les projets initiés par les deux pays, parfois c'est détourné par un certain nombre de fonctionnaires véreux, corrompus, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à accumuler, sans penser à ses contemporains, les Maliens qui sont pauvres, les Maliens qui sont là, qui cherchent seulement à manger une fois par jour. Alors que ces projets, ça aidait beaucoup plus le Malien moyen et le Malien qui sont exclus de l'économie malienne. Ça pouvait les permettre d'être dans l'économie. À l'instant, Mamadou Sensi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali. Il est 13h18 dans notre studio. C'est tout pour cette édition. Un grand merci à l'ensemble de la rédaction et à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Présentation à Bounaba avec la complicité technique d'Abou Touré. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'information principale de la journée. C'est le décès de Béji Caïd Essebsi, le président du pays du Jasmine, la Tunisie. C'est le premier président démocratiquement élu en 2014 en Tunisie, 3 ans après la chute des Zine El Abidine Ben Ali. Béji Caïd Essebsi avait été admis en soins intensifs hier mercredi 24 juillet à l'hôpital militaire de Tunis en raison de très grandes difficultés respiratoires. Retrouvez ce soir à partir des 21h les débats politiques des radios Clédou avec les thèmes dialogue inclusif, situation sécuritaire et les questions d'actualité avec des invités comme Aboubakar Sidiki Fomba, président ADPM, Adama Ben Diarra, initiateur Parlement populaire du peuple, Ibrahim Kébé, Faso Kanou, El Hadj Tandina du Parena, avec autour de Kassim Traoré. Tout de suite, c'est votre magazine des sports en langue nationale Bambara. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.